commencer. Oui. Alors, ça c'est donc on va commencer. Donc ça c'est la première slide. Alors c'est pour tout vous dire, c'est Valérie qui a les slides et c'est nous qui Voilà. intervenons. Hein, vous me faites un petit Ah, signe quand je change de voilà, slide. Voilà. voilà. Donc, Donc je te laisse te présenter, Vincent. donc, Vincent Schneider, donc je suis expert comptable à CR France Dauphiné Provence et puis je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est location meublée, activité touristique. Et donc nous avons eu pas mal de La- modifications. ouais, juste la slide d'après. Juste, on va. En fait, il y a eu pas mal de modifications. En fait, l'idée, c'est que le législateur a voulu revoir un petit peu le régime fiscal des locations meublées, car s'il les jugeait, de son point de vue, trop favorable par rapport à de la location nue. Voilà. En fait, tout cela est parti sur le principe de dire on va essayer de rééquilibrer le statut fiscal des locations meublées par rapport aux locations nues. Avec, si vous voulez, trois dispositions qui ont été prises. La loi de finances pour 2024, pour différentes raisons, n'avait pas été appliquée pour les revenus 2023, mais s'applique pour les revenus 2024. Une loi spécifique sur les locations meublées et également la loi de finances pour 2025. Donc tout cela a quand même modifié de façon assez profonde le régime fiscal des locations meublées. Donc on se propose d'examiner tout cela avec vous. La première étape, effectivement, c'est que pour bien vous connaître, qu'on fasse un petit tour d'écran. Alors, on se donne peut-être 15 à 20 secondes à peu près, chacun ou chacune, pour présenter en gros ce que vous faites. Voilà, on vous écoute. Allez-y, j'ai Alexandra Heger, Madame Heger, si vous pouviez commencer, juste à préciser l'activité que vous avez en tant qu'adhérente, hein. Et chacun Voilà. passera son tour. Voilà. Oui, bonjour, je me Bonjour. présente Alexandra. Moi, j'ai plusieurs locations meublées dans ma propriété et tous les changements de la législation, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Bon, merci. Oui. Madame Pichet ou Amélie Pichet. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis responsable comptable donc chez Groupe Odesa France. On est grossiste en quincaillerie sur la Buisse, à côté de Voiron. Oui, Et en fait, c'est plus pour moi au niveau personnel que je voulais effectivement savoir ce qui se passait pour rester un petit peu au goût du jour. au goût du jour. Bon, eh Voilà. ben, vous aurez l'occasion. Merci. Merci. Madame ou Monsieur Cortet. J'ai le Cortet, c'est Oui, ça? Oui, Cortet, bonjour. bonjour, Monsieur Cortet. Moi, j'ai un loueur meublé non professionnel Oui, avec quelques appartes dedans en location. Et oui, c'était pour prendre un peu info de toutes ces nouvelles dispositions, de ces changements. Voilà, merci à vous. d'accord. Vous êtes sur quelle agence de Euh, Serre France? Qui? c'est Moiran, Moiran. Morand, d'accord. Ok. J'ai DJ, c'est ça? Je ne sais pas qui c'est, monsieur ou madame, avec l'appellation DJ. Voilà. Voilà, oui, 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 bonjour, excusez-moi, j'ai du mal à je vous en trouver le prie. micro. Donc, David Jones, donc j'ai un appartement meublé en location sur Chambray, mais moi je suis sur l'agence de Ville-Mario. De Villemarieux. Très bien. Ok. Lionel Berthelet. Monsieur Berthelet. Vous pouvez prendre la parole si vous pouvez. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, monsieur Berthelet. J'ai Sarah Marcon Oui, qui. vous Pardon. m'entendez? Oui, excusez-moi. En fait, c'est pas Lionel Berthelet, c'est Florence Douillet, mais j'ai pris Pardon. l'ordinateur de Ok. mon conjoint et je fais du MNP et c'est l'agence
anciennement Villars-Voinay à Renage qui Ah oui, s'occupe à de... Renage, oui, parce qu'effectivement, on a diffusé aussi auprès de l'agence de Renage. Très bien. J'ai Sarah Marcon, c'est ça? Bon, Patricia Barbotin, on se connaît. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. On t'écoute, on se tutoie parce qu'on se connaît. Oui, on se connaît, oui, bien sûr. Je me présente? Oui, mais juste, voilà, juste pour faire un tour d'écran, hein, Patricia. Ah, d'accord, ok. Ouais. Oui, donc du coup, moi, je suis effectivement LMN, je suis propriétaire de gîtes et chambres d'hôtes. Et parallèlement, je travaille également à l'accompagnement des entreprises. Donc, voilà. Okay. Sur Voiron. Sur Voiron, ouais. Très bien. Véronique de Grotte. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, donc moi j'ai une location meublée à l'année et un Airbnb. Et donc je suis sur Saint-Jean-de-Soudain. Oui. Et puis monsieur ou madame Viader, c'est ça? Oui, bonjour. Moi, c'est pareil, j'ai une location meublée, voilà, location meublée à l'année. D'accord. Le comptable nous a mis dans ce système-là et on essaie de comprendre comment ça marche. Très bien. Merci. Donc, on va commencer hein, avec, pour Valérie, la première slide sur la question des plus-values pour la revente de biens. Et puis, ce qu'il faudrait, Patricia, c'est que tu fermes ton micro parce qu'on a un écho, en fait. Voilà. Bien, alors ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque vous êtes loueur en meublé non professionnel et que vous êtes soumis au régime du bénéfice réel, lorsque le bien est vendu, la taxation de la vente obéit au régime des plus-values privées. Tout cela n'est pas modifié sur le principe de base. Par contre, la nouveauté introduite par la loi et qui s'applique aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2025, c'est que votre plus-value, elle est calculée par le notaire en faisant la différence entre le prix de vente moins ce qu'on appelle le prix de revient, c'est-à-dire le prix d'achat, plus les frais, plus les travaux que vous avez mis dans le bien. En fait, ce qui a été modifié, c'est que simplement lorsque vous êtes au réel et que vous avez déduit des amortissements pour calculer le revenu fiscal de la location meublée, eh bien, les amortissements déduits sous le bénéfice réel seront rajoutés pour le calcul de la plus-value. Dit autrement, ça veut dire que la plus-value sera calculée par, dans un premier temps, différence entre le prix de vente moins le prix d'achat, et on ajoutera à cette somme l'ensemble des amortissements que vous aurez déduits pour le résultat fiscal, ce qui fait quand même une grosse différence à partir de maintenant. Alors, on vous a fait un petit exemple, Valérie, sur la slide d'après. Voilà. Donc, alors, il y a deux colonnes, avant réforme et après réforme, enfin réforme étant la loi de finances. On a pris l'exemple d'un appartement que vous avez acquis en janvier 2015 pour 150 000 euros. Il y a eu des travaux de fait. Hein. Donc, le prix de revient du bien au niveau des coûts historiques est à 183 000 euros. Ce bien-là, vous êtes en activité LMNP non professionnelle et bon, on l'a pratiqué, vous avez décidé de l'amortir sur 32 ans, on n'est pas sur la question de la durée d'amortissement, mais c'est le principe. Donc, vous avez pratiqué depuis 11 ans, 11 fois 5 750 euros d'amortissement. Ce bien-là, il est revendu au bout de 11 ans, pour X raisons, pour 250 000 euros. Alors, c'est là où il y a cette distinction. Avant la réforme, c'est au titre de 2024, par exemple. Hein, on a une plus-value de 62 000 euros, 62 250. C'est nos 250 000 euros de prix de vente, moins
le prix de revient initial qui est de 183 000 euros. Donc ça nous fait 62 250. Après la réforme ou après cette modification, on a toujours cette plus-value. Et ce que disait Vincent, c'est qu'à cette plus-value de 62 250, il est rajouté les 11 fois 5 750 euros d'amortissement pratiqué, soit 63 000 euros. Donc cette plus-value qui était de 66 000 euros devient, ce calcul représente 129 000 euros de plus-value. Hein. Donc avant, après, un bien qui avait une plus-value comptable de 62 000 a maintenant une plus-value fiscale du fait de la réintégration des amortissements à 123 000. Et on vous a fait, alors c'est un calcul simplifié, hein, encore une fois, c'est pour présenter l'idée, hein, et bien entendu, pour vos situations, ça se voit au cas par cas, hein, mais avant la réforme, entre l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, vous aviez des plus-values en euros pour 18 000 euros, et cette même somme passe à 37 000 euros après cette réforme. On peut s'autoriser au slide par slide, enfin thématique par thématique, à quelques questions, si vous avez. Déjà, est-ce que vous avez bien repéré de quoi l'on parle? N'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse échanger. Voilà. Et tu as peut-être 2-3 choses à dire quand même, à mon avis. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que cette plus-value, elle est calculée par le notaire qui est chargé de la vente et elle est retenue sur le prix de vente. Et donc, mon inquiétude peut venir de la façon suivante, c'est que le notaire, si vous ne lui donnez pas l'information selon laquelle vous faisiez de la location non meublée sur le bien, eh bien oui, il n'ira pas rechercher dans le calcul de la plus-value les amortissements déduits, et donc cela pourra donner lieu éventuellement à des redressements. Donc il faudra bien indiquer effectivement que ce bien était affecté à de la location meublée non professionnelle. Alors, on a quelques interrogations qui serait de se dire, j'ai utilisé un bien pour de la location meublée non professionnelle, j'arrête l'activité de location meublée non professionnelle pendant un certain temps. Qu'est-ce qui se passe pour le calcul de la plus-value? Moi, j'ai tendance à considérer que si le délai est quand même relativement bref, que la règle s'applique dans toute sa rigueur. Et puis aussi, voilà, pour la slide, et puis aussi, il faut voir que souvent, enfin, vous adhérents, vous avez peut-être une logique aussi de patrimoine. Donc, là, dans l'exemple, on a une durée de détention de 11 ans. Vous, votre optique, c'est peut-être pas forcément de faire de la revente tout de suite. Donc, si les durées de détention vont au-delà de 32 ans, 32 ans, il y a quand même des éléments qui amoindrissent. Une chose quand même importante, c'est que, on peut se dire, effectivement, il y a une plus-value, il y a une imposition, mais j'ai la trésorerie parce que j'ai vendu. Donc, il va falloir être très prudent avec cette règle. Si, par exemple, dans un souci patrimonial, vous souhaiteriez à un moment donné faire apport de vos biens à une société civile immobilière constituée avec vos enfants, eh bien, la plus-value se calculera de la même façon. Sauf que la différence par rapport à une vente, en faisant un apport à une société, vous recevez des parts sociales, mais pas de trésorerie. Donc, il faudrait être également très, très prudent sur ce genre de montage, puisqu'il y aura une ponction fiscale alors qu'on n'a pas forcément la trésorerie pour la payer. OK. Est-ce qu'il y a... Alors, encore une fois, on peut prendre des questions au fur et à mesure, c'est peut-être mieux. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce premier point, sachant qu'on a 4 points à voir dans le webinaire? On continue. Sur le deuxième point, la deuxième information, donc c'est la slide d'après, Valérie. Voilà, donc c'est la réforme du régime du micro-BIC de la location saisonnière. Alors, on vous a fait un tableau qu'on va commenter. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que vous êtes adhérent, donc déjà, vous ne relevez pas du micro-BIC, hein, vous relevez du réel BIC. Hein, donc, vous êtes peut-être moins concerné par cette réforme. Pour autant,
et on va laisser la parole à Vincent. Pour autant, il faut effectivement repérer ces abattements qui ont bougé, parce que vous avez toujours la possibilité de revenir au micro pour une activité qui était au réel. Donc, faut, à mon avis, même dans notre devoir de conseil par rapport à vous, il faut quand même en permanence connaître ces règles, même si souvent le réel est intéressant. C'est bien pour ça que vous êtes au réel. Hein. Bien, donc pour tout ce qui est location de meublés de tourisme, or non classés, et donc la loi de finances pour 2024 avait déjà pas mal baissé le seuil de l'application du régime micro. Alors, le régime micro, qu'est-ce que c'est? C'est un régime au titre duquel vous n'avez pas d'obligation de tenue de comptabilité et vous déclarez à l'administration fiscale le chiffre d'affaires de la location meublée, et l'administration fiscale, pour calculer le revenu, effectue ce qu'on appelle un abattement. Donc cet abattement avait été auparavant de 71%, et pour les locations meublées de tourisme non classées, c'est-à-dire pour les revenus 2024, le seuil avait été baissé à 77 700, et à partir des revenus de 2025, le seuil va être baissé à 15 000. Donc, ça veut dire que si j'ai une location de gîte, eh bien, de gîte rural, ben, si je dépasse 15 000, je serai soumis de plein droit au régime du bénéfice réel. Et si je ne suis pas classé en meublé de tourisme, l'abattement sera réduit à 30%. Tout cela pour, comment dirais-je, aligner au final le régime fiscal de la location meublée non classée sur celle des revenus fonciers, puisque pour les revenus des locations vides, on a le même seuil de 15 000 € pour ce qu'on appelle le micro-foncier, avec l'abattement des 30%. Ensuite, vous avez la possibilité, avec un classement de la préfecture, qui n'est pas très compliqué à avoir un statut de location meublée de tourisme classé. Donc, on avait un seuil effectivement plus qu'important, à la fois sur le passage obligatoire au réel et l'abattement, qui effectivement, à partir des revenus de 2025, est quand même baissé de façon assez importante, puisqu'il passe à 17 700 avec un abattement qui est mis à 50%. Étant entendu, quand même, je fais un aparté sur le social, lorsque vous êtes en location à usage touristique et que vous dépassez 23 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes affilié à un régime de travailleurs indépendants, ce qui veut dire que les personnes qui dépasseront les 23 000 eh bien, seront soumis de plein droit à un régime d'auto-entrepreneur avec des cotisations calculées sur le chiffre d'affaires. Et pour les chambres d'hôtes, ils ont également recréé un seuil spécifique pour le régime micro qui est à 77 700 avec un abattement de 50 alors qu'il était de 71% auparavant. Sur la slide d'après, Valérie, on positionne le cas que Vincent a précisé sur le micro foncier, hein, donc l'alignement entre les locations touristiques et le micro foncier à 15 000 €. Et puis, pour ceux qui ont des LMNP qu'on appelle de longue durée, c'est-à-dire vous louez par exemple à des étudiants, du coup, votre seuil pour le micro, c'est 77 000 avec un abattement, si vous relevez du micro, à 50%. Hein. Donc, en fait, je crois que c'est la slide d'après, il me semble que je fais un petit commentaire. Voilà. Les nouveaux seuils ne s'appliquent que sur les revenus de l'année 25. Donc ça, c'est l'année 25. Le réel, et donc la plupart d'entre vous êtes au réel, donc permet d'optimiser plus efficacement votre fiscalité et de neutraliser ces effets de ce changement de seuil que Vincent vous a présenté. Mais, et c'est pour ça que ça nous semble important de vous en faire part, vous avez la possibilité de renoncer au réel pour revenir au micro. Donc, quelquefois, et notamment si vous êtes en fin d'amortissement ou si vous avez des évolutions dans votre système, eh ben, on doit quand même vous informer sur les règles du micro.
Voilà. Et donc voilà, ça oblige de comparer l'incidence de la réforme sur vos propres résultats, voire pour dire, ben, finalement, le choix d'être au réel chez moi est intéressant. Hein. Donc c'est pour ça que ça nous semble important de vous en faire part. Là aussi également, donc on est bon dans l'horaire. Est-ce que vous avez des questions? Autant les prendre au fur et à mesure, finalement, c'est peut-être mieux pour les sujets. Est-ce que là aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions, vous décrochez le micro, et puis vous nous posez la question en direct, ou alors vous levez la main, et puis on vous demandera d'intervenir. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça aussi. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont inscrites, là, qui sont arrivées. Hein. On a commencé il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Et on vous aurez les supports. On continue. N'hésitez pas encore une fois à réagir si vous le souhaitez. Le troisième point, c'est la série d'après Valérie. Voilà. Alors, voilà. Je te laisse en parler. Oui, effectivement. Pour encourager les gens à se soumettre à un régime réel d'imposition, alors qui relevait le plein droit du régime micro, on avait une disposition fiscale qui introduisait une réduction d'impôt qui était égale aux 2/3 des frais de comptabilité en adhérant à un organisme de gestion agréé. Donc ça veut dire que ça pouvait donner une réduction d'impôt d'environ 915 € par an au maximum. Eh bien, le but, c'était pour un petit peu une participation de l'État en quelque sorte aux frais de comptabiliser d'adhésion à un centre de gestion agréé. Donc cet avantage fiscal n'existe que pour jusqu'au revenu 2024, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2025, cet avantage est supprimé, ce qui veut dire que l'adhésion à partir de 2025 à un centre de gestion agréé n'offre absolument plus aucun intérêt. Et donc voilà ce qu'il en est, quoi. Alors effectivement, là-dessus, on a certains et certaines d'entre vous étaient adhérentes du NOGA, hein, donc du coup, vous avez reçu un courrier qui précise que votre adhésion n'est plus active. Pour dire les choses, effectivement, bah, l'adhésion minorait vos honoraires comptables avec nous. Enfin, pour parler franchement, ça a aussi cette incidence-là. Alors, le bémol par rapport à ça, mais ça ne compense pas l'adhésion, la réduction d'impôt, là aussi, soyons honnêtes. Le bémol, c'est que l'ensemble de la charge de comptabilité est à présent déductible, alors qu'avant, elle n'était pas déductible en charge, alors qu'avant, elle n'était pas complètement déductible, d'une part. Et quand bien même, effectivement, en proportion, le coût de la comptabilité nette de la réduction est plus importante, bah nous, le job, c'est de vous apporter aussi de la lisibilité et de faire en sorte que même s'il y a un surcoût, vous soyez toujours gagnant et gagnante de faire tenir vos comptes avec Serre France. Voilà. Donc c'est une mesure que moi, ça fait quelques années que je travaille, et depuis quelques années, même depuis une trentaine d'années, pour tout vous dire, Vincent me dit, ouais, tu verras, ça va disparaître. Bon, on a tenu 30 à 35 ans comme ça, et là, en 2025, pour des questions de budget, ce dispositif a disparu. Voilà. Est-ce que là aussi, c'était le troisième point, est-ce qu'il y a des questions concernant ce dispositif? Ou même Oui, moi, Vincent, c'est Patricia, j'ai Oui. juste une petite question. Donc ça veut dire que pour les déclarations d'impôts qu'on va faire là, qu'on est en train de faire, on Oui, est sur les revenus 2024, donc on tient encore compte du Oui, dispositif exact. actuel, exact. Ouais. et que pour les revenus 2025 qu'on déclarera en 2026, on n'aura plus droit à cet avantage. Absolument. C'est très bien résumé. Et la D'accord. précision Ok. avait de l'importance, en effet. Ouais, donc ok. Et par contre, je ne comprends pas, ça veut dire que sur les revenus 2026, les frais de comptabilité, je vais donner un montant, je ne sais pas, on a 1 200 € de frais de comptabilité. Jusqu'à présent, on déclarait 66% en Oui, il y déduction a un fiscale, plafonnement c'est à ça? 900. Oui, on était à. Pour 2026, on pourra déclarer 100%. Oui, absolument. En C'est ça, charge de la en charge. compta. charge. Ok, d'accord. Voilà. Ok, Alors, c'est bon, j'ai compris. Merci. bon, c'est bien résumé. Merci de ton intervention.
c'est clair. Alors, tout le monde n'est pas bénéficiaire, puisqu'il y a peut-être des situations où on ne pouvait pas. Mais voilà. On passe au dernier point. Donc, on est un peu en avance, donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Mais l'important aussi, c'est que vous ayez l'info. Et puis, si on finit en avance, c'est pas plus mal également. C'est alors la question de la TVA. C'est un vrai sujet. Donc, sur les critères de TVA. Or, tout ça, c'est une longue histoire et les dispositions qui ont été prises, pour moi, relèvent de la tempête dans un verre d'eau. Bref, donc, historiquement, les locations meublées ne sont pas soumises à la TVA pour une raison bien simple, c'est que les recettes perçues au profit de l'État portent un taux de 10% et on permet de déduire la TVA sur les travaux, la construction, etc. Donc pour l'État, ce n'est pas une bonne affaire puisqu'il rembourse de la TVA à 20% et collecte de la TVA à 10%. Donc c'est la raison pour laquelle, historiquement, la législation fiscale ne permettait pas à l'allocation meublée pure de pouvoir être redevable de la TVA. Là-dessus, donc, suite à un certain nombre de contentieux qui nous ramènent à une quinzaine d'années, l'administration fiscale avait modifié les textes en disant on peut éventuellement être soumis à TVA pour une activité de location meublée lorsque on fournit en plus de la location meublée ce qu'on appelle des prestations para-hôtelières. En fait, l'idée, c'est de dire, c'est si on se comporte dans le cas de la location meublée comme le ferait un hôtel de l'hôtellerie classique, à partir de ce moment-là, on peut être redevable à TVA. Et donc, il y avait 4 critères de définis et il fallait remplir de façon effective 3 des 4 critères, c'est-à-dire servir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Ça veut dire quoi? C'est que si on ne remplissait pas au moins 3 des 4 prestations, on ne pouvait pas être dans le champ d'application de la TVA. Et donc, pour être dans le champ d'application de la TVA, il fallait remplir 3 des 4 prestations. Alors, notamment, il y avait souvent un achoppement sur ce qu'on appelait les nettoyages réguliers des locaux. C'est-à-dire que traditionnellement, l'administration fiscale, elle entendait le critère comme un nettoyage quotidien. C'est-à-dire que, en raisonnant, en disant, ben moi, le service qu'on rend dans de l'hôtellerie classique, c'est un nettoyage tous les jours. Et donc, ces critères, bien entendu, ils avaient été mis en place pour faire une ouverture, mais en même temps, d'écarter d'un assujettissement potentiel à TVA la plupart des locations meublées. Donc, on a quelque chose qui est supranational en matière fiscale, c'est-à-dire que toutes les règles fiscales françaises doivent être compatibles avec une directive rendue par la Communauté européenne et par la Commission européenne sur les règles TVA. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des convergences des législations des États membres. Donc là-dessus, on a eu une décision du Conseil d'État qui a été rendue et il a estimé que la rédaction que faisait le Code général des impôts sur effectivement l'assujettissement TVA n'était pas conforme au droit communautaire. Donc l'administration fiscale, je dirais, a revu sa copie. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Pas grand-chose, si ce n'est que en fait, la notion les critères ont été un petit peu assouplis, mais la discrimination
des locations meublées qui se feraient sans prestation par hôtelière est maintenue, c'est-à-dire qu'elles ne sont toujours pas dans le champ d'application de la TVA. On vous a fait un petit schéma après pour Valérie. Voilà. Alors, si on regarde ces critères, en fait, l'administration fiscale a un petit peu modifié ses pratiques, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est notamment c'est les 3 premiers critères. La réception, même non personnalisée, elle est possible par un système de communication électronique ou d'accueil physique au choix du client. Alors, évidemment, souvent dans les locations meublées à usage touristique, en général, il y a quand même un accueil pour la remise des clés et derrière l'ouverture des biens. Après, ce qui se passe, c'est que la grosse différence qui se fait, c'est sur le nettoyage régulier des locaux, où l'administration fiscale, elle considérait au préalable qu'il fallait un nettoyage quotidien. Alors, c'est quand même un peu compliqué de faire, lorsqu'on loue un gîte rural, de faire du nettoyage quotidien. Donc, le critère a été assoupli et l'administration considère qu'au final, si on fait un nettoyage avant l'entrée des clients et un nettoyage une fois sa sortie, on aura rempli le critère des nettoyages réguliers des locaux. Moi, ma crainte un petit peu, c'est que si on est dans le critère de la part hôtellerie parce qu'on veut se soumettre à TVA, récupérer à TVA, me semble-t-il, on risque de changer de catégorie sociale puisqu'on effectuera à ce moment-là une activité similaire à celle que fait l'hôtellerie. Et pour moi, ça signifie à ce moment-là, potentiellement, si on est dans les clous des critères TVA, c'est que pour moi, on effectue non plus une activité patrimoniale de location de gîte, mais on effectue de la part hôtellerie, ce qui pour moi pourrait justifier à ce moment-là une affiliation, quel que soit le chiffre d'affaires, à un régime de travailleurs indépendants, donc ce qui occasionnera d'autres coûts en termes de cotisation sociale. Ce qu'il faut repérer, là tu me corriges Vincent, c'est que quand bien même on pourrait qualifier certaines activités que vous faites dans le secteur, parce que certains ont 3 des 4 critères qui fonctionnent, mais logiquement, les chiffres d'affaires font que vous ne pouvez pas être à la TVA. Sauf si la directive par rapport le seuil des 25 000 euros. Pour l'instant, le seuil est suspendu. Est suspendu jusqu'en fin d'année, voilà. Sauf s'il venait à passer. Alors, c'est vrai qu'on peut être dans ces critères-là pour la TVA, mais être soumis à ce qu'on appelle le régime de la franchise TVA, c'est-à-dire en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Effectivement, on est dans le champ d'application de la TVA, mais la TVA n'est pas exigée. C'est ce qui fait que pour la plupart des dossiers, vous n'êtes pas obligé d'y être, parce que vous êtes en dessous du seuil. Et je le redis quand même, attention aux personnes qui respecteraient 3 des 4 critères. Voilà. Pour moi, ça devrait permettre à un régime de travailleurs indépendants de revendiquer votre affiliation. Sur le fait de dire, vous travaillez comme l'hôtellerie ou la classique. Voilà. Alors là, je m'adresse à vous tous et vous toutes. Est-ce que c'est clair pour vous cette question de TVA pour vos dossiers? C'est Patricia, de nouveau, Vincent. Ouais. J'ai coupé ma caméra parce que c'est plus facile avec les bandes passantes. Il faut qu'il soit... Excusez-moi. Excusez-moi. Ces 4 critères, parce que moi, ces critères-là, je les ai. Par contre, je les ai en option pour mes clients. Je ne les ai pas, ce n'est pas des critères imposés. Donc, est-ce que ça rentre dans le champ ou pas? C'est des choix. Le client peut choisir. Le client peut choisir, ouais.
Ouais, enfin, si elles sont faites de façon régulière, c'est un critère, à mon avis, suffisant. Si on a 3 sur 4, pour être redevable, simplement les seuils pour être redevable la TVA, je sais plus. Alors, c'est la slide d'après, Valérie. J'ai mis les seuils. Voilà, c'est juste 85 000. Le seuil est de 85 000. Donc, Ouais. Ah oui, oui, j'ai encore un peu de marge. Oui, ouais, alors, il faut quand même faire attention à une chose, Madame Barbotin, c'est que si ces prestations étaient faites de façon régulière, je pense que le régime, l'URSSAF, serait habilité suite à un contrôle, de dire bah, vous fonctionnez comme l'hôtellerie classique, ouais. et je revendique à ce moment-là, même si vous n'avez pas dépassé le seuil des 23 000 euros, je revendique votre affiliation à un régime travailleur indépendant. Ouais, mais alors dans ce cas, alors je suis désolée pour les autres participants, je fais Ouais. du cas un peu particulier, mais parce que moi j'ai deux façons de travailler. J'ai ma façon directe où je reçois mes clients via les canaux, Le Bon Coin, Facebook Ouais. et tout ça. Et à ce moment-là, effectivement, c'est de l'option. Et par la force des choses, j'ai été obligée de passer par Airbnb. Et Airbnb, c'est quasiment systématique. Mais c'est pas de mon choix. C'est parce que c'est le système qui veut ça. Donc, du coup, Systématique quoi? La TVA? ben non, c'est les Systématique. prestations. Alors, en Ah, dehors du ouais, petit mais déjeuner, en dehors du petit déjeuner qui, là, sur la question des gîtes, est très, très optionnel et très rare, qui s'applique sur les chambres d'hôtes, mais ça, c'est, je pense, un autre oui, sujet. oui. Mais sur la question du nettoyage et de la fourniture des draps, quand on est sur Airbnb, c'est quasi, c'est obligatoire. Donc, du ouais, coup, alors après, La fourniture des draps est obligatoire sur Airbnb? Vous êtes sûr? alors, dans le texte de loi, peut-être pas, dans les conventions Airbnb, peut-être pas, mais par contre, dans l'utilisation qu'en fait le client, oui, en fait. Dans l'offre qu'attend le client quand on passe par Airbnb, les draps et le ménage sont quasiment inclus à chaque fois. Alors voilà, moi je suis dans le même cas. Le client, c'est bien quand le lit est fait quand il arrive. Mais moi je veux dire, si c'est un avantage pour moi, je ferai plus les lits, je m'occuperai plus des draps et puis point barre. Et Pour revenir sur la slide d'après, Valérie. Ouais. après, non mais enfin c'est absolument incontrôlable. Je veux dire, si un jour le fisc vient voir si j'ai fait le lit, c'est absolument incontrôlable. Enfin, alors c'est pas le fisc, si vous voulez, qui va le faire. Après, si vous voulez, c'est assez simple. Moi, je suis à l'URSSAF. J'examine au travers des sites qui fournit quoi comme prestation avec sa location meublée. Moi, une personne qui m'indique qu'elle fournit les draps, le linge de maison et qu'elle assure le nettoyage régulier des locaux, ben, je vais dire, ben, Madame, selon vos dires, vous exercez une activité parahôtelière et je demande votre affiliation à ce titre-là. Moi, c'est un risque que je soulève. Après, si vous voulez, pas vu, pas pris, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a le risque qu'on prend, enfin, c'est connaître son risque et puis l'acceptabilité du risque qu'on prend. Donc, Oui. voilà, il faut le savoir, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est problématique, en fait, cette notion de TVA. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on a un texte spécifique sur les gîtes qui fixe un seuil à 23 000 parce que l'URSSAF considère, et pouvoirs publics considèrent qu'en dessous, eh ben, on a une activité qui est patrimoniale. Alors, une activité qui est patrimoniale, à partir du moment où on fournit des prestations para-hôtelières, comme on en trouverait dans tous les hôtels, ben, l'URSSAF, à mon avis, va s'engouffrer là-dedans en disant, ben voilà, vous comportez comme un professionnel de l'hôtellerie, eh bien, on en tire les conséquences sur une affiliation à un régime travailleur indépendant. ok, ben moi je vais arrêter de fournir les draps, hein, c'est tout. Hein. Oui, après, si vous voulez, alors moi, c'est le risque que je soulève parce que, compte tenu de la combinaison des textes,
Après, il y a l'application, il y a que l'URSSAF puisse vérifier. Bon, il peut y avoir de la marge de manœuvre, mais le risque potentiel existe pour quelqu'un qui sera dans ces critères. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette question de la TVA, pour bien comprendre de quoi l'on parle? N'hésitez pas. On arrive au bout du webinaire hein, par rapport à nos échanges et le sujet, les 4 points qu'on voulait mettre en avant. Il y aurait d'autres points, mais là, on a plutôt acté ces 4 points. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça aussi les webinaires, comme la discussion qu'on a eue avec Patricia et Caroline. Oui, excusez-moi. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis donc j'ai des biens LMNP. Oui. Et j'ai un bien en location courte durée. Sur ce thème de la TVA, là, je n'ai pas compris. Si vous revenez sur l'ancien. Ouais, Valérie, si tu pouvais revenir sur la diapo avec les couleurs, oui. là, Ou juste avant, en tout cas pour la TVA, parce que si vous dépassez pas les 85 000 €. On est en franchise TVA, c'est-à-dire que si vous voulez, le système fonctionne de 2 façons. La première façon, déjà, pour être dans le seuil de la TVA, dans le champ d'application de la TVA, il faut fournir 3 des 4 prestations par hôtelière. C'est une première phase. C'est-à-dire que si on ne fournit pas 3 des 4, ben, le débat est clos et il n'y a pas d'assujettissement à TVA. La deuxième chose, c'est que dans le régime général de la TVA, on bénéficie de ce qu'on appelle de la franchise, c'est-à-dire que même si on est dans le champ d'application de la TVA, en dessous d'un certain chiffre d'affaires, à partir de ce moment-là, on n'est pas redevable la TVA. Je crois que c'est 85 000. C'est le seuil, ouais. Valérie, il faut que tu viennes sur la slide avec le seuil TVA, là, les 85 000, et juste la slide d'avant avec les 3 couleurs. Tu as le numéro de la slide? Non, mais c'est les 3 dernières qu'on a vues. Ouais, c'est là. Vas-y, continue. Ok. Continue. Voilà, celle-ci et puis la suivante, mais la 15. Suivante. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Dit autrement, madame, vous rempliriez 3 des 4 critères. Vous seriez théoriquement dans le champ d'application de la TVA. Ceci étant, pour 2025, le seuil de la franchise est fixé à 85 000. Donc, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 85 000, donc vous n'êtes pas soumis à TVA du fait de ce qu'on appelle la franchise sur votre activité. Étant précisé que ce seuil devait passer à 25 000 et donc a suscité un certain nombre de réactions, notamment des mouvements des auto-entrepreneurs. Donc, on avait décidé de geler l'application jusqu'au 1er juin. Et de ce que j'ai compris, c'est prorogé jusqu'au 31 décembre. Donc, pour l'instant, si vous voulez, quand bien même vous remplisseriez 3 des 4 prestations, en ayant un chiffre d'affaires inférieur à 85 000, la TVA ne s'appliquera pas. Voilà, vous avez répondu à ma question. C'est exactement ça que je voulais comprendre. C'est pour ça que j'ai insisté sur ces seuils. Oui. Même si elle propose les 3 prestations. Oui, absolument. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait quand même un risque d'avoir... Alors là, c'est autre chose, si vous voulez. Je peux, par exemple, proposer 3 des 4 prestations. D'accord? Je suis en franchise TVA parce que mon seuil n'est pas... et mon chiffre d'affaires est inférieur à 85 000 €. Ceci étant, l'URSSAF peut à ce moment-là s'inviter au repas, si vous me permettez l'expression, et de dire, ben voilà, nous on considère au travers de votre fonctionnement que vous n'êtes plus dans une activité patrimoniale, mais de para-hôtellerie, auquel cas, ben, je vous affilie à un régime de travailleur indépendant. D'accord. Seulement si on était amené à être contrôlé, à ce moment-là, il faudrait peut-être changer de... Si vous voulez, comme ça avait été soulevé tout à l'heure, l'URSSAF ne va pas aller contrôler chez vous si vous mettez les draps ou ces choses-là. En fait, ils peuvent regarder par contre sur le site
ce que vous présentez comme prestation. Donc, si sur le site, vous indiquez qu'il y a le nettoyage régulier des locaux fourni et la fourniture de linge de maison, bah, il ne reste plus que le critère de l'accueil qui est facile à démontrer, et à ce moment-là, que vous faites une activité para-hôtelière plutôt que patrimoniale. Voilà, du coup, en fait, si l'URSSAF intervient, en fait, l'URSSAF va vous considérer professionnel, mais finalement, le seuil des 85 va rester. Il va rester, c'est-à-dire vous serez en franchise TVA, mais vous serez soumise à un régime de cotisation sociale. J'ai une nouvelle question, excusez-moi, le nettoyage régulier. Pour des locations de 3 jours minimum avec les gens arrivent dans un endroit propre et le gestionnaire du gîte vérifie et ramasse une poussière dans un coin parce que les gens ils n'ont pas balayé dans le coin, ça c'est du nettoyage régulier ou pas ça? Oui. Bah, s'il y a un nettoyage début et fin de séjour, c'est du nettoyage régulier. Sur la slide 15. Et est-ce que on a un avantage de passer travailleur indépendant? C'est quoi les avantages alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que si vous êtes soumis à un régime de travailleur indépendant, après, vous avez deux situations. Soit vous êtes au régime micro, c'est-à-dire que vous ne tenez pas de comptabilité, vous déclarez le chiffre d'affaires, vous avez un abattement. Auquel cas, il y a des cotisations calculées sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes soumis au régime du bénéfice réel, vous ne pouvez pas être soumis au régime d'auto-entrepreneur, donc vous êtes affilié au régime de droit commun de la sécurité sociale des indépendants. Donc, alors, si j'ai des revenus à zéro, en fait, je suis rattrapé par ce qu'on appelle les cotisations minimum qui sont à peu près de 1 500 € par an. Le risque est plus social que TVA. Mais l'avantage, c'est quoi pour l'exploitant? L'avantage, c'est que… C'est des cotisations quoi, retraite? Vous aurez versé un peu de cotisation vieillesse, mais bon, ça va pas bouleverser votre retraite, quoi. Mais moi, je suis déjà en retraite. Eh bien, vous cotiserez à ce moment-là en solidarité. C'est-à-dire que vous versez des cotisations qui ne généreront pas de droit pour vous. C'est quel taux? Je vous dis, c'est un pourcentage, c'est à peu près 40% du résultat fiscal si vous êtes au réel, avec un minimum de 1 500 € par an. 1 500 € par an, ok. Je ne vois pas très bien où est la logique parce que, bref. Si vous voulez, la logique, c'est que la sécurité sociale des indépendants, elle a quelques problèmes pour boucler ses fins de mois et quand elle a la possibilité d'affilier, elle affilie. Oui, non, mais excusez-moi, mais les exploitants aussi, ils travaillent, je veux dire, gratuitement pour se faire, on va dire, arrondir le budget. Oui, alors si vous voulez, il faut quand même… Et là, ça tient un peu de la pénalité, pardon. Je le conçois. Ceci étant, si vous voulez, le texte qui a été fait pour l'assujettissement des gîtes à un régime de travailleurs indépendants, c'est de dire un gîte, c'est une activité patrimoniale. Donc, comme c'est une activité patrimoniale, comme si on louait une maison ou un appartement, on ne soumet pas ça à cotisation sociale, mais à condition que l'activité puisse être qualifiée de patrimoniale. Donc, elle peut être déqualifiée de professionnelle par deux aspects. Le fait de franchir le seuil des 23 000, c'est ce qui a été prévu par la loi, d'accord? Et le fait de fonctionner comme fonctionnerait un professionnel de l'hôtellerie, de la restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face, vous avez des lobbies qui sont puissants de l'hôtellerie, de la restauration, qui considèrent que les locations meublées à usage touristique leur font une concurrence déloyale. Ça, c'est ce que disent, ce n'est pas mes propos. Hein. Je tiens à l'ajouter. Voilà, c'est des questions de posture. C'est comme le seuil TVA qui devait passer à 25. Il y a eu un lobby très fort des micro-entrepreneurs. Il est revenu de manière suspendue encore à 85 000 pour 25, pour l'année 2025.
Et pour le nettoyage, s'il est fait que en fin de séjour, il est quand même considéré comme une prestation? C'est considéré, si vous voulez, comme un nettoyage régulier au titre, si vous voulez, aussi des critères d'assujettissement à TVA. Alors, bien entendu, c'est bon, l'objet du webinaire là, qui va se terminer, c'est de réactualiser tout ça parce qu'il faut suivre un peu le contexte. Et bien entendu, les situations personnelles de vos dossiers, il faut avec nous dire tiens, voilà, j'ai entendu ça, est-ce qu'on ne peut pas refaire le point pour mon dossier? N'hésitez pas, c'est prévu dans le prolongement du webinaire, hein, bien entendu. Moi, j'aurais une petite question complémentaire sur, sur les statuts fiscaux justement des LMNP. Donc, de ce que j'ai compris, donc, dans les LMNP, il y a les gîtes qui en font partie et il y a les locations meublées longue durée, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Donc, si on change d'utilisation de l'hébergement, si d'un gîte, je deviens locataire. On vous a coupé. Allô? En on meublé, vous a perdu, hein, plutôt. Est-ce qu'il y a une incidence? Quelle est l'incidence fiscale en fait? Si vous êtes tout en longue durée? Oui, si je passe de gîte à location meublée longue durée. À partir de ce moment-là, vous êtes soumis au régime des locations longue durée qui ne sont pas usage touristique, c'est-à-dire que vous avez plus le seuil de 23 000 € pour être affilié à un régime de travailleurs indépendants, mais vous serez toujours, à mon avis, vraisemblablement en location meublée non professionnelle. D'accord. Par contre, je bascule sur, je risque de prendre des charges URSSAF. Non, alors pour avoir des charges URSSAF, si vous êtes en location à l'année, oui. Pour avoir des charges URSSAF, il faudrait que vous soyez loueur en meublé professionnel, c'est-à-dire que vos recettes dépassent à la fois 23 000 et que les recettes dépassent les autres revenus professionnels du foyer fiscal. Ok. Donc, vous resterez vraisemblablement à LMNP. D'accord, ok. Donc, voilà. Ça poserait pas de problème si demain j'ai un de mes gîtes qui est transformé en habitation principale. Non. En fait, vous resterez soumis aux bénéfices réels avec les recettes, les amortissements, etc. D'accord. Et on peut, comptablement, on peut lier les deux dans le même bilan, c'est-à-dire avoir des gîtes d'un côté et une location meublée. Oui, alors la seule chose, c'est qu'on est obligé de faire un suivi pour justifier que sur la partie touristique, on ne dépasse pas les 23 000. Oui, d'accord. Oui, mais comme c'est fait aujourd'hui, la différence entre les gîtes et les chambres d'hôtes. Ouais, absolument. Ok, d'accord, très bien. Merci. Est-ce que la boîte à clés est considérée comme un système de communication électronique? Oui. Oui. Maintenant, la précision qui a été apportée, c'est qu'il faut qu'il y ait une boîte à clés ou un accueil physique proposé. Donc, c'est un critère pour relever de la TVA. Il y a une précision. Au début, c'était uniquement une boîte à clés suffisait et il y a eu un bémol avancé par l'administration qui a consisté à dire, effectivement, c'est une boîte à clés proposée ou un accueil physique. C'est pour ça que j'ai mis communication électronique ou accueil physique au choix du client. Et en plus, c'est le client qui doit c'est pas très en opérationnel, c'est un peu compliqué, c'est le client qui doit décider. Bon. Mais en tout cas, effectivement, on fait un lien très fort entre vos communications par les sites, par les réseaux, et votre offre. Hein. Et Vincent le précisait, les URSSAF ne va pas venir chez vous, il va surtout évaluer et surtout factualiser avec des informations que vous le donnez. Oui. On arrive un petit peu au terme de notre webinaire, on peut prendre peut-être une dernière question. Et puis, encore une fois, on vous remercie de votre participation. Vous êtes à peu près une vingtaine à participer. Et donc, c'est toujours intéressant. Et bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est repris après. Ça peut être repris, si vous le souhaitez, avec vos interlocuteurs habituels ou de circonstances par rapport à vos questions qu'on a identifiées. Hein. Une dernière question, ou alors on en reste là.
en tout cas, si vous souhaitez avoir le support, si dans le petit chat, vous pouviez me le demander, comme ça, je vous identifie et je vous envoie le support. Et sinon, pour les adhérents Serre France, le replay sera mis à disposition sur Serre France Connect, hein, sur le portail client, dans le module info pratique. Voilà, je me répète, mais c'est bon à savoir. C'est bien. Vous pourrez mettre le PowerPoint aussi dessus? Comment? En plus du replay, est-ce qu'elle pourra mettre le PowerPoint? Non, par contre, si vous me le demandez, je vous Ah, enverrai. ok, bah, alors, ça ne sera pas le PowerPoint, je vais vous le mettre en PDF, mais voilà, vous aurez les différentes présentations. Oui, Ok, mais vous l'aurez. Mettez-moi ça sur la conversation, je vous identifie, puis je vous envoie tout ça dans la journée. D'accord, merci. Bon, en tout cas, on vous salue et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.